Euh, donc merci pour votre présence aujourd'hui à cette dernière journée en fait des journées diversité et inclusion qu'on a organisées toute cette semaine donc du 4 au 8 octobre. Donc on a encore deux webinaires aujourd'hui, celui-ci et puis un autre en début d'après-midi à 13h30. C'était l'occasion ces journées de parler de l'inclusion de toutes les diversités. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas et Claire aujourd'hui de l'association Mobilise-nous, donc ils vont vous parler aujourd'hui de l'inclusion des LGBTQIA+. Donc je laisse la parole à Nicolas et à Claire. Merci beaucoup, Eliane. Nicolas, est-ce que tu as ton micro ouvert? Voilà. Oui, c'est bon. Et je vais essayer de partager l'écran. Tu as un problème technique? Non, c'est en train, normalement ça doit être bon. Ah, c'est en train de charger. Peut-être une petite lenteur réseau. Voilà, ça arrive. Voilà, parfait, parfait. Ah bah, finalement c'est rapide. J'avoue que c'est- Bon, alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre webinaire. Merci beaucoup pour l'invitation, Eliane. On réitère les remerciements. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'inclusion et au-delà avec Claire, du besoin de s'identifier à l'envie de s'épanouir, des étapes indispensables en faveur d'une entreprise plus inclusive. On va vous reprendre quelques notions ensemble. Déjà, on va se présenter très rapidement avec Claire et présenter l'association. Donc, je suis Nicolas, président de l'association Mobilise-nous, et je suis aussi lead designer au sein d'Orange. Et Claire. Et donc, moi, Claire Lamberti, je suis la vice-présidente de Mobilise-nous, particulièrement en charge des questions transidentitaires. Je suis aussi salarié Orange. Je travaille à DO Grand Sud-Est, DRH, sur le développement des compétences. Au passage, je suis aussi président du centre LGBTI+ de Lyon. Voilà pour les présentations. On va présenter rapidement Mobilise-nous pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas sur le pont. Donc, nous sommes une structure, une association loi 1901, créée depuis 2008, reconnue d'intérêt général. Notre mission est le développement d'un environnement de travail ouvert, respectueux et inclusif pour toutes les personnes, dont les LGBT+. Parce que souvent, lorsque l'on œuvre au sein d'Orange et ailleurs, finalement, ça profite à toutes et à tous. Notre engagement, c'est de lutter contre toute forme de discrimination, qu'elle soit liée à l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre. J'ai un retour de micro, alors je ne sais pas si tous les micros sont coupés. Alors, si vous voulez bien, effectivement, pour les personnes qui ne parlent pas pour l'instant, coupez vos micros. Vous les réactiverez quand vous aurez des questions éventuellement à nous poser. Vous avez aussi le chat à votre disposition, la conversation. Vous pouvez envoyer une conversation à tout le monde si vous avez des questions en live pendant que vos micros sont coupés. Merci beaucoup. Merci. Donc nous avons aussi une mission d'accompagnement auprès des collaborateurs et collaboratrices, donc pour s'engager auprès d'elles et eux dans leur parcours de transition pour faire de ce changement des opportunités plutôt que des obstacles. On travaille aussi à la sensibilisation, comme on le fait aujourd'hui avec vous, de rendre visible la diversité LGBT+, à travers des actions de proximité, l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, et aussi à l'extérieur. Et aussi, on a des missions fort sympathiques de convivialité pour animer le réseau avec Claire et tous les référents de proximité que nous avons sur la France, afin d'organiser des événements, comme par exemple ce week-end où nous sommes à Toulouse, pour l'organisation de la marche des fiertés dans la ville rose. Voilà. Donc
On va commencer par une définition parce qu'on évoquait sur le webinaire le besoin de s'identifier. Et dans le vocabulaire courant, dans la presse, dans la communication ou même au sein d'Orange, vous voyez des sigles passer. Mais pourquoi, d'où vient le sigle LGBT? Claire, est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, ce sigle LGBT, bon déjà au niveau des acronymes, hein, le L pour lesbienne, le G pardon pour gay, le B pour bisexuel et le T pour transgenre. Et puis pour la petite histoire, ce sigle donc vient pour la première fois en fait au grand public en les années 90 aux États-Unis, puisqu'il a été adopté pour remplacer les termes qui étaient jusqu'à présent couramment utilisés de homo ou gay et qui étaient pas assez représentatifs de l'ensemble des autres mouvements et des autres personnes qui composent cette communauté donc appelée gay à l'époque. Voilà pour l'histoire de ce terme LGBT. En ce qui concerne le pourquoi de ce sigle, quels sont les objectifs associés à ce sigle, c'est de montrer une diversité. Vous voyez d'ailleurs dans le titre du transparent qu'il évolue au fil du temps, passant de LGBT à LGBT+, puis LGBTQI+, puis à LGBTQIA+, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il s'enrichit au fur et à mesure, il évolue au fur et à mesure, pour donner plus de visibilité à toutes les minorités qui l'englobent, sachant que ces minorités sont associées à deux grandes familles, celle des identités de genre et celle des orientations sexuelles. Bon, pour voir quelques détails ensuite sur ce que signifient ces sigles, vous avez sur la partie droite du transparent le complément, on vous a déjà parlé des 4 premiers, donc le Q pour queer, mais aussi pour questioning, en questionnement, entre guillemets, les intersexes, les asexuels, les alliés, les pansexuels, les non-binaires et 3 points de suspension, puisque on peut effectivement rentrer de plus en plus dans le détail de ces minorités en associant des lettres. Voilà pour cette présentation générale des sigles associés au LGBT. Et pour compléter, on utilise aussi le terme plus lorsque parfois on est un petit peu contraint par la place ou parce qu'on ne veut pas noyer notre public, notre audience par trop d'éléments. On utilise très souvent le sigle plus pour compléter le sigle, pour englober toutes les autres réalités, toutes les autres identités que nous n'aurions pas pu décrire. Voilà. Donc ça c'est vraiment important pour nous à chaque fois maintenant quand on communique de toujours finir le sigle. Nous chez Orange et chez Mobilise Nous on a pris l'habitude d'utiliser pour l'instant LGBT+, et on termine systématiquement par le plus pour bien englober toutes les minorités, quelles qu'elles soient, dans notre communication et dans la sensibilisation que l'on fait. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que puisqu'on parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre, parfois aussi, dans le plus, on inclut les hétéros, qui c'est bien une orientation sexuelle aussi, pour considérer vraiment l'ensemble de la population. Ce qu'on peut aussi vous dire, c'est que très souvent l'orientation sexuelle est encore mal vue, l'identité de genre est souvent refusée. Et donc l'association de ces LGBT de ces deux familles qui sont quand même assez distinctes au sein du même groupe vient souvent du fait qu'elles sont victimes des mêmes types de rejet. C'est important à signaler. Donc après, quand on utilise ce sigle, souvent on nous dit mais pourquoi utiliser ces lettres-là finalement vous vous enfermez à nouveau dans des cases, vous mettez des étiquettes, pourquoi faire? Parce que finalement ça va à l'encontre de la diversité, ça va à l'encontre de l'inclusion que de vous enfermer au sein de la communauté ou à part des autres personnes. Et en fait on le fait, mais pas pour cette raison-là. Et surtout, dans le temps, on ne reste pas avec ces termes-là. On a cité des phrases que l'on aime beaucoup. C'est ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ou mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Parce que pourquoi on a besoin de savoir ou de savoir ce que c'est déjà
être lesbienne, gay, bi, trans, asexuel, c'est d'être déjà capable d'utiliser les bons mots pour les comprendre. Et ensuite, quand on les comprend, on a la capacité de commencer à s'interroger, se définir, s'identifier, mieux se connaître et peut-être à un moment donné être capable de se présenter aux autres tel que l'on est. C'est un chemin, un parcours, une acceptation de soi que chaque personne, aujourd'hui on parle plus particulièrement des LGBTQI+, mais de manière générale, même les hétéros font ce parcours-là. Je le souhaite, je l'espère, pour un parcours personnel et singulier pour se découvrir et savoir qui on est. Et c'est là où on a une multiplicité de parcours, une multiplicité d'identités et de personnes. C'est pourquoi on le fait, le besoin de s'identifier, le besoin de s'aligner avec soi, parce que ça peut être pénible de rester dans le déni, c'est coûteux en énergie. De passer du déni à l'acceptation, ce sont des étapes qui peuvent être parfois difficiles, parce qu'on n'est pas bien entouré, parce que l'environnement n'est pas favorable. C'est aussi important pour soi d'être authentique à un moment donné de sa vie, d'être vrai avec soi et d'être vrai avec les autres, et peut-être un jour d'être fier. Voilà, ça fait partie des termes que l'on emploie souvent, mais pourquoi on est fier? Parce que voilà, on a en partie parce qu'on a fait ce parcours-là, parce que avant peut-être qu'on n'était pas aligné, et aujourd'hui voilà, on est tel que l'on est, on l'accepte, on l'assume. Peut-être qu'on fera son coming out, peut-être. Voilà. Là, ce qu'on veut vraiment préciser avec Claire, c'est il n'y a pas d'obligation à être visible, il n'y a pas d'obligation à s'assumer. C'est un parcours qui est personnel et qui est propre à chacun et à chacune. Ce qu'on dit juste, c'est que c'est important d'aller jusqu'à l'acceptation, parce que c'est à ce moment-là qu'on le vit le mieux possible. Oui, juste peut-être une chose à dire, c'est que quand on est hétéro et qu'on le dit, même sans le dire, en parlant pour un homme de sa femme ou pour une femme de son mari, c'est simple, on se pose même pas la question, et que quand on est gay ou lesbienne par exemple, c'est peut-être un peu plus compliqué d'en parler. Voilà, c'est aussi avoir conscience de cette différence dans la perception des autres, sur le fait que être out entre guillemets, tout simplement, pour parler de sa famille, c'est pas forcément aussi simple pour tout le monde. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de vivre de façon multiple. Par exemple, être LGBT+ au travail, il y a bien des manières de le vivre. Claire, si tu peux nous préciser. Oui, tout à fait. Donc là, on vous a mis en fait 4 zones différentes en fait de vécu de son du fait de sa personne en tant que LGBT au travail. 4 zones bien différentes. On va commencer peut-être par celle en haut à gauche. Je suis visible et je suis fier de l'être. Avec en leitmotiv, je suis content d'être out au travail car je peux être qui je suis. Donc tout à l'heure, on a évoqué le mot assumer. Là, on est dans une configuration où j'assume pleinement au travail et ça ne me pose pas de difficulté. On a à droite de ce cas-là un cas un peu différent. Je suis visible, mais par contre, je suis mal à l'aise de l'être et quelque part derrière aussi ce dessin, ce contour là qu'on affiche, il y a le fait de regretter d'avoir dit à ses collègues que l'on est LGBT+, et parce que l'on ressent finalement une pression de la part de ses collègues, ou un ressenti de pression. C'est important aussi de dire qu'il peut y avoir des différences entre le factuel et le ressenti, et qu'il faut en tenir compte. Une personne parfois peut réagir en étant basée sur un ressenti et pas que sur du factuel. Ensuite, on a on va dire le côté invisible et confortable, c'est-à-dire que je me cache et au final, je n'en souffre pas, je le vis plutôt bien. Voilà, je sépare complètement ma vie personnelle, privée de ma partie identitaire LGBT de ma vie professionnelle. Et puis, dernier volet, le cas des personnes qui sont invisibles mais qui sont mal à l'aise de ne pas pouvoir être qui ils sont
aux yeux de tous et qui donc cachent en permanence le fait qu'ils sont LGBT. C'est une fatigue psychologique importante. C'est un temps aussi de cerveau, on le dit souvent, qui est consacré à ce masquage d'une partie de son identité, de sa personnalité. Et dans le domaine de l'entreprise, ce temps consacré à cette activité de masquage, il n'est pas consacré aux objectifs professionnels, en dehors de l'aspect fatigue que j'évoquais, puisque effectivement c'est usant. Donc vous voyez ici un panel de tout ce qui peut se passer pour une personne LGBT en fonction de l'approche que cette personne a au sein de l'entreprise par rapport à qui elle est en tant que personne LGBT. Et ces éléments-là, en fait, dans la vie d'une personne LGBT, une personne peut évoluer plusieurs fois d'une situation à une autre, simplement parce qu'elle change d'équipe, elle change d'entreprise, elle évolue dans sa carrière, et quasiment à chaque fois, il y aura peut-être une mobilité, aussi un mouvement d'une situation à une autre, parce que l'environnement professionnel aura changé. Il y aura un questionnement de savoir malheureusement, est-ce que je me contrains à retourner dans le placard ou pas, en fonction de ce que je ressens, en fonction de la situation. Et c'est particulièrement le cas d'ailleurs des étudiants quand ils rentrent dans le domaine professionnel qui étaient visibles et fiers dans les études supérieures ou pas supérieures d'ailleurs, peu importe, et qui se posent la question en rentrant dans l'entreprise, vais-je pouvoir rester visible et fier ou vais-je devoir me rendre invisible et être inconfortable par rapport à ça, par exemple. Ou bien visible et mal à l'aise de l'être aussi. Voilà, donc c'est selon les phases de vie de la personne, ces questions peuvent se reposer et l'attitude peut différer en fonction du ressenti et des faits aussi constatés autour d'eux. Donc, ce qu'on vous propose, c'est comme on va parler plusieurs fois, on a déjà commencé à parler de diversité et d'inclusion, on a repris les définitions issues du Larousse, et puis après on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, on voulait juste souligner avec vous quelques éléments sur la diversité, le fait que ce sont des caractères de ce qui est divers, varié, différent. La variété, la pluralité, et ça on va le voir après, c'est vrai que c'est la partie, c'est les différences finalement, c'est la richesse des différences que l'on va utiliser et profiter pour que l'équipe, le collectif, l'entreprise bénéficie de tous ces échanges-là, mais on va voir que ça ne suffit pas. Donc voilà, l'ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine, et c'est bien ce sur quoi on travaille aujourd'hui pour faire en sorte que l'entreprise soit diverse. Mais l'étape d'après, c'est quoi? Donc quand on regarde aussi la notion d'inclusion, l'action d'inclure quelque chose dans un tout, un ensemble. Donc là, bien sûr, aujourd'hui, le quelque chose, ça va être plutôt une personne dans un collectif, dans une équipe, dans une entreprise. L'état de quelque chose qui est inclus dans autre chose. Donc ça, on va le voir, c'est des interactions, c'est comment faire en sorte que le système, le dispositif va permettre cette inclusion, permettre que on soit dans un tout, dans un ensemble, et que ça fonctionne. Et ça, pour rentrer dans les définitions, en fait, on se rend compte que pour bien comprendre ce qu'est l'inclusion, on va repasser sur des définitions, par exemple de l'antonyme avec l'exclusion. L'exclusion qui, à l'origine, c'était rejeter une chose comme incompatible avec une autre, qui a un petit peu évolué, c'est une action qui agit sur un sujet par rapport à un autre. Et quand il y a eu des évolutions sur les sciences sociales au 19e siècle, en fait, c'est devenu un concept d'exclusion en ajoutant la notion de rapport de force entre un individu et la société, un individu par rapport à un groupe. Et c'est dans ces situations-là qu'on arrive à déterminer ce qu'est une discrimination, par exemple, dans ces éléments. Ensuite, on peut regarder ce qu'est l'inclusion par rapport à la ségrégation. La ségrégation, c'est finalement quand on va
regrouper des personnes, par exemple dire bah non, telle population ou tel groupe va travailler à tel endroit, mais elle va être séparée de tous les autres. Pourquoi? Et ces deux groupes vont évoluer séparément. Certains seront dits dans la norme et d'autres ne le seront pas, seront à côté, auront droit par exemple de travailler, mais feront d'autres tâches, d'autres activités totalement indépendantes sans avoir la possibilité de passer d'un groupe à un autre. Ensuite, vous avez la notion d'intégration. Donc ça, on l'a connu il y a quelques années, c'est quand on faisait venir des populations, des groupes de personnes et que l'on disait que l'on intégrait par le travail, où finalement on les faisait venir dans le groupe, dans le collectif, pour faire une typologie de tâches, d'activités, mais sans pour autant de possibilité d'évolution au sein du groupe, de réussir à sortir de ce sous-ensemble dans le collectif, et surtout sans changer le système, sans changer l'ensemble. Comment ce système va fonctionner de manière à ce que tout le groupe profite. Non, dans l'intégration, c'est pas le but. On reste dans un système normé. Les personnes viennent et c'est aux personnes de s'adapter au système. Alors que quand on va aller vers l'inclusion, on sous-entend une transformation du système avec des changements, des modifications dans sa structure, dans sa méthodologie, dans ses stratégies aussi internes, de manière que ça puisse profiter à toutes et à tous. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Claire, si tu veux. Et ça peut effectivement dire que dans le cas de l'inclusion, en fait, l'effort ne vient plus des individus, mais elle vient cet effort de la société en elle-même. Donc c'est toute une différence d'optique. Et puis voilà, la diversité, elle, a mis le focus sur l'individu et défini en tant que différent. Là, la question n'est plus sur la différence, mais vraiment de mener les actions qui vont faire en sorte que la société intègre tout le monde, enfin, met en place le fait que tout le monde a le même niveau dans l'inclusion, dans le groupe, et n'est pas considéré comme un individu isolé avec des spécificités qu'il faut traiter de manière différenciée. Voilà. Et quelque part aussi, c'est se dire que la différence n'est différente que par rapport à un modèle dominant. Voilà, on peut être différent que par rapport à, ça c'est important de le souligner, et que quelque part, du coup, il faut qu'on, dans l'inclusion, remette en cause l'aspect de normes et de plutôt pointer un qui, voilà, selon un quoi, et donc quelque part peut-être aussi se questionner sur l'intérêt d'une norme sur un groupe qui est en mode de fonctionnement inclusif. Tu anticipes, Claire. Donc oui, en fait, là on vous remet des définitions, on va pas rentrer dans le détail, mais ce qui était important dans ces éléments-là, c'était vraiment de souligner toujours la diversité, où on joue sur la différence, l'éventail de toutes les singularités de chacun, et ensuite l'inclusion sur le fait que c'est la communauté, le groupe ou l'organisation qui doit veiller à ce que les membres puissent se sentir accueillis, valorisés, encouragés pour évoluer dans cet ensemble. Donc il y a différentes définitions, il y a différents périmètres, certains parlent de degrés ou de façon ou de méthode, mais on voit bien que l'articulation, le paradigme est totalement inversé comme le décrivait Claire dans le cadre de l'inclusion, où c'est toujours le système qui, lui, doit faire en sorte que les employés, les membres de ce collectif se sentent valorisés, respectés, acceptés, encouragés. Et c'est souvent là où on conclut par opposition, c'est que la diversité, c'est plutôt une question de nombre. Est-ce que dans une population, on arrive à représenter toutes les singularités, toutes les différences que l'on retrouverait dans une population en dehors d'une entreprise, en dehors d'un groupe social, alors que l'inclusion, c'est pas une question de nombre. On peut déjà parler d'inclusion dans une équipe de 5 ou 10 personnes, et c'est de savoir à l'intérieur de cette équipe, à l'intérieur de ce collectif, comment se déroulent les relations, comment se passent les interactions entre les individus, de manière à ce que tous les individus de ce groupe
se sentent valorisés, respectés, acceptés, encouragés, quel que soit l'individu. Donc c'est là où on rejoint ce que Claire disait sur la notion de norme, si tu veux rebondir et reprendre, Claire, sur ce que tu évoquais. Oui, ce que j'évoquais, c'est effectivement, hein, c'est comme c'est indiqué dans le texte ici. Voilà, qu'on soit une fille, qu'on soit un garçon, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit sourd, qu'on soit entendant, qu'on soit LGBT, qu'on soit hétéro, quelque part on fait partie de la norme, voilà, de l'environnement ordinaire, et on ne peut pas en être exclu. Donc en fait, au lieu de se dire que la norme c'est l'hétéro, voilà, ben non, tout est une norme, chacun a sa norme. Et du coup, on fait sauter un peu la notion de norme au sens où on entendait jusqu'à maintenant de représentant le plus grand nombre. Et donc, ça veut bien dire que les environnements sont faits pour les humains, on va dire en sens général du terme, donc pour tous les humains, pour tous les humains, et donc accessibles à tous. Et encore une fois, on le répète, hein, c'est pas à la personne de s'adapter pour tenter d'atteindre la norme qui était considérée comme majoritaire, mais c'est bien à l'environnement d'opérer un changement qui fait qu'on prend en compte cet élargissement de la définition d'une norme à l'ensemble de la population. Et quelque part, ça nous oblige à voir autrement nos stratégies, etc. Mais on va avoir un exemple après avec Netflix qui va un peu illustrer tout ce qu'on vous raconte, qui est un peu théorique, et vous montrer de manière un peu plus concrète. Voilà. Donc il y a une phrase qu'on aime bien, mais qui pose parfois question. C'est une citation de Werner Myers. Il l'a utilisée devant le barreau de Cleveland en 2016 pour parler de la diversité et de l'inclusion. Et souvent ça fait réfléchir. C'est la diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est être invité à danser. Je ne sais pas comment vous réagissez à cette citation de Werner. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite prendre la parole juste pour nous dire ce que ça vous évoque, cette phrase, être invité à la fête par rapport à être invité à danser. Vous pouvez le mettre dans le chat ou ouvrir votre micro éventuellement si vous voulez réagir de manière orale. Alors moi j'ai bien une idée. Vincent, bonjour. Donc Bonjour. pour moi en fait, il y en a un dans le premier cas où tu es spectateur, tu es invité à la fête, tu regardes, mais tu ne participes pas vraiment. Et tandis que dans le deuxième, être invité à danser, c'est-à-dire que tu es complètement en fait non seulement participant, mais tu es acteur aussi de ce qui se passe. Voilà. Et en fait, ça rejoint cette notion d'empowerment, c'est-à-dire, ça n'est pas contester le système, mais c'est le contester pour en faire mieux partie. Voilà. Parce que en fait, finalement, ça rejoint cette idée-là, qui est une idée canadienne, et donc qui sont sur le même continent, et ça me fait pour ça. Voilà. Merci. Effectivement, ça sous-entend aussi qu'on est suffisamment à l'aise pour pouvoir aller danser, et donc on se sent vraiment faire partie du tout. Alors Claire, moi je veux bien compléter la réponse de notre collègue. Moi j'aime bien la double phrase, mais moi ce qui me perturbe, c'est qu'il faille qu'on m'invite pour aller à la fête et pour danser. Or aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être invité pour être à la fête et pour danser. Je suis déjà partie prenante. Cette vie, elle existe, elle est justement ce que vous avez montré, visible et fière de l'être. Donc j'attends pas d'être invité pour aller danser. Voilà. Oui, après on peut le transposer de diverses manières, effectivement. Être invité à la fête, c'est aussi être embauché dans une entreprise. Enfin, on peut le voir de différentes manières. Hein. Voilà. Mais je comprends l'idée, Olivier. Tout à fait. Donc ça fait une très belle transition parce que côté en fait Werner Myers a eu de nombreuses vies dans sa carrière. Elle a été avocate, elle a été militante, activiste, elle a monté un cabinet de conseil sur la diversité et l'inclusion parce qu'elle a vraiment défendu bec et ongle sur ces thématiques-là. Et depuis 2018, elle a rejoint l'équipe de Netflix et a déclenché quand même quelques petites évolutions. Et on a eu le plaisir de découvrir en janvier 2021
leur premier rapport sur l'inclusion au sein de Netflix. Voilà, on vous partage le visuel et sur leur site vous avez la vidéo avec tout le détail de leur rapport qui nous a permis d'alimenter aujourd'hui ce webinaire avec une situation réelle chez eux qu'on va vous décrire maintenant. Donc depuis 2018, elle est devenue la vice-présidente en charge de la stratégie d'inclusion chez Netflix. Il souligne les mêmes conclusions que d'autres entreprises sur. Alors, on a retenu que certains des éléments, parce qu'il y a plein d'autres bénéfices à l'inclusion et la diversité, mais on retrouve toujours stimuler la capacité à innover, faire preuve de créativité, résoudre des problèmes, parce que voilà, on multiplie les points de vue et les référentiels, se prémunir contre la pensée unique. Souvent, on a aussi tendance, par exemple, à embaucher des personnes qui nous ressemblent, et ça, il faut qu'on se batte là-dessus pour éviter ça et pour obtenir différents vécus, différentes expériences dans un collectif, afin de changer le point de vue et de partager les points de vue surtout. Et bien sûr, leur équipe Netflix, bon, ils sont déjà nombreux, mais en fait très rapidement, ils ont mis en place des outils pour que ce soit les employés qui deviennent acteurs de des décisions, acteurs dans leurs réunions et dans leur entreprise, de manière à se poser des questions. Ce qu'ils appellent, eux, leur outil, c'est le prisme d'inclusion. Donc c'est un ensemble de questions, de guides, qui doit revenir systématiquement lorsqu'ils organisent des événements, lorsqu'ils réalisent des contenus, lorsqu'ils organisent des projets. Voilà, ça revient systématiquement. C'est par exemple se poser la question de quelle voix manque, par exemple, dans une série ou dans un épisode, qui semble exclu, qui n'a pas la parole. Est-ce que notre représentation est-elle fidèle à la communauté que nous voulons représenter? Voilà, plein de questions de cet ordre-là, de manière à ce que ça oblige les participants à vraiment inviter à changer de point de vue, et s'ils ne sont pas en capacité de changer de point de vue, aller se documenter, s'informer, créer des liens avec d'autres groupes, d'autres communautés pour être en capacité de répondre à ces questions. Tout ça pour réussir à identifier des préjugés qui sont conscients ou inconscients, des biais, et à réfléchir à l'impact de chacune de leurs décisions sur les minorités. Donc ils ont travaillé sur comment renforcer la représentativité, la représentation en invitant de nouvelles voix. Donc quand on dit inviter de nouvelles voix, c'est enrichir les équipes et rejoindre l'entreprise. Et ils ont travaillé sur différents axes. Pierre, si tu veux continuer sur les axes de représentation. Ça rejoint la remarque d'Olivier, hein, être invité au bal dans notre contexte à nous, ça veut bien être invité à rejoindre l'entreprise. Donc c'est tout à fait ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça passe forcément par des mécanismes de recrutement qui sont plus inclusifs, et pour ça veut dire qu'il faut qu'on identifie nos préjugés qu'on peut mettre en œuvre lors de recrutement. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on recherche les candidats, voilà, et qu'on adopte des techniques qui sont peut-être pas les plus traditionnelles dans la recherche des candidats. Qu'on aide aussi les responsables qui recrutent à identifier les points de vue qui ne sont pas exprimés au sein de leurs équipes. Donc, encore une fois, permettre à tous de s'exprimer dans leur individualité, dans leur vécu, dans leur manière d'aborder les choses. D'offrir des accès aux talents qui sont émergents, créer aussi des réseaux qui sont diversifiés. Avec ce que disait Nicolas, ne pas recruter toujours les mêmes, des clones, mais faire en sorte que son équipe soit la plus diverse possible pour apporter le plus de richesse possible. Et donc on vous a remis cette citation finalement de Netflix, de Ted Sarandos. L'inclusion à l'écran commence par l'inclusion au sein de notre communauté interne, et qui se complète par la deuxième citation. C'est qu'une fois que les personnes issues de la diversité ont franchi la porte, nous souhaitons qu'elles puissent s'épanouir professionnellement chez Netflix. Mais ce qui est important aussi derrière ça, c'est de se dire que commencer par soi-même dans son organisation interne, ça permet aussi de le transposer ensuite vis-à-vis, quand on est une société de service,
de ses clients et de ce qu'on fait pour l'ensemble de ses clients et de la diversité de ses clients. On va dire que c'est l'expérimentation à l'interne aussi qui permet peut-être de mieux comprendre et de mieux appréhender la diversité des clients qui sont autour de nous et que nous servons. Et là aussi, je vais reciter une phrase de Netflix, c'est que notre travail en interne en priorité, de manière à ce qu'il montre à l'extérieur. Nous créons des environnements et des politiques et des pratiques qui n'invitent pas seulement les personnes à venir, mais que lorsqu'elles viennent, elles sentent qu'on investit sur elles et pour elles, alors on verra une véritable bascule. Donc c'est vraiment un travail de fond qu'ils ont engagé, ils le disent bien, ils en sont qu'au début. Et nous déjà, quand je dis nous, je dis moi parce que client Netflix, je ne sais pas parmi qui d'entre vous regarde les contenus Netflix, mais on le sent déjà, il y a vraiment eu des évolutions ces dernières années. Et c'est tout un travail sur le sentiment de l'inclusion et de l'appartenance qu'ils ont réussi à développer. Nous voulons que les employés se sentent comme chez eux, qu'ils se sentent à leur place, et cela devient possible s'ils se sentent représentés au travail. Et pour ça, ils ont développé plusieurs groupes, ce qu'ils appellent des groupes de ressources des employés. Ce sont des espaces d'échange, des espaces d'accueil pour célébrer culture et l'histoire qui les rassemblent. Ils y trouvent des mentors, ils y trouvent des occasions de faire du développement professionnel, voire du bénévolat pour aider dans des événements ou des causes connexes au groupe. Et c'est aussi l'occasion de se soutenir les autres face aux défis à relever dans l'entreprise. Voilà. Et c'est aussi en retour, tout à l'heure on évoquait quand lors d'une réunion ou lors d'un projet, ils se posent des questions sur un groupe ou une minorité sur laquelle ils veulent être sûrs de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire d'impair. À l'aide de ces groupes, ils ont la capacité de créer des liens et d'obtenir des points de vue différents, complémentaires, qu'ils vont inviter dans leur session de travail afin d'alimenter, d'avoir des verbatims vraiment de personnes concernées pour être sûr que finalement la proposition qu'ils feront sera bien cohérente avec la représentation attendue, espérée sur le projet. Donc là, vous voyez à droite l'exemple des groupes qui ont été créés, que ce soit des groupes pour les personnes LGBTQI+, et les alliés, les personnes trans et non-binaires, et après je vois plus petit, les femmes, après il y a aussi les convictions religieuses, les personnes noires, voilà, il y a tout un ensemble. Il y a aussi au niveau de je me perds. Voilà. Claire, si tu veux souligner certains groupes, parce que je me perds dans les groupes. Oula, ben oui, ils sont nombreux et je suis pas sûr d'ailleurs de me rappeler de tout la signification qu'il y a derrière les termes des groupes. Enfin, l'essentiel est de montrer au travers de tous ces groupes que la parole est donnée à l'ensemble des singularités et que voilà, qu'ils se sentent à leur place, qu'ils se sentent représentés aussi. C'est la notion derrière de groupe qu'il y a la représentation et qui sont capables de développer finalement leur singularité aussi au sein de l'entreprise. Je crois que c'est l'essentiel du message qui va avec l'opportunité au sein de l'entreprise de développer ces groupes qui représentent chacun un courant particulier des salariés de l'entreprise. Et j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que ça peut pas dériver sur du communautarisme, ces groupes au sein de l'entreprise, où les gens auraient tendance à rester entre eux et à plus trop se mixer, donc on serait plus trop dans l'inclusion? Je pense pas qu'on soit dans le communautarisme, c'est plutôt de la visibilité et du partage, puisque voilà, c'est l'essentiel de ces groupes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que Mobilise-nous, quand il vient s'exprimer devant l'ensemble de l'entreprise comme aujourd'hui, c'est pas pour créer une communauté, loin de là. Je pense que parmi vous, il n'y a pas que des LGBT. Et d'ailleurs, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est bien de faire connaître, de partager avec l'ensemble des salariés d'Orange
Et c'est la même stratégie qui est mise en place au niveau Netflix. Créer des groupes qui permettre de représenter, d'identifier, de cultiver la culture, c'est le cas de le dire, au sein de l'entreprise, de la mettre en avant. C'est pas faire du communautarisme, c'est montrer que ces personnes existent dans leur singularité et le partager aux autres. Moi, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Si, très bien. Et, ça donne un éclairage, effectivement, oui. Et il y a une précision, c'est que vous observez dans la description de tous les intitulés de groupes, tous les groupes dans leur description se terminent toujours par le terme « et leurs alliés ». Donc il y a systématiquement une ouverture à toute personne intéressée par le sujet du groupe. Ce n'est pas spécifique, ce n'est pas fermé, il n'y a pas de critères d'entrée en fait à chacun de ces groupes. Et je pourrais compléter aussi que il est fort probable, après moi je ne connais pas en détail le fonctionnement de Netflix, mais que imaginons que dans chacun de ces groupes il y ait des scénaristes par exemple, des acteurs, des actrices, voilà, et que ça amène Netflix à proposer des contenus qui mettent en avant ces communautés. C'est pas pour que ces films, ces séries ne soient vus que par la communauté. C'est bien aussi pour que finalement ce vécu, ce ressenti soit partagé à tous. En tant que client Netflix, on puisse justement prendre connaissance de ce que c'est qu'être LGBT, que ce que c'est que d'être en situation de handicap, etc., etc., etc. Donc, c'est plutôt créer une ouverture que de créer des fermetures comme on peut imaginer que sont les communautés. Je laisse prendre la suite, Claire, le temps que je gère mon casque. A priori, pour Claire, qu'il y a des problèmes de connexion, c'est ça? Ok. Donc sur la route à venir, côté, on est toujours sur Netflix. Donc c'est ils souhaitent développer le recrutement dans tous les niveaux de l'entreprise, améliorer la représentativité encore une fois de toutes les diversités au sein de l'entreprise. Bon, il y a évaluer aussi, c'est important. Rappelez aussi que chez Orange, on a aussi signé une charte avec l'autre cercle en 2013, un engagement très fort de l'entreprise sur le sujet LGBT, et que, comme souvent, dans les engagements, il y a une partie évaluation, donc chez Netflix aussi, ça n'est pas oublié. Donc il y a la partie d'évaluation de la progression et du niveau d'inclusion. Il y a le dépassement des critères démographiques. Ça rejoint ce qu'on citait tout à l'heure, ce aspect volumétrie. Si on s'arrête aux volumétries, on passe à côté de l'inclusion. Et se focaliser sur l'expérience des employés dans sa globalité de l'expérience. Voilà, on abordera d'ailleurs un petit peu plus dans le détail sur transparence suivante, ce que ça veut dire, sur la globalité de l'expérience. Et puis, aussi regarder, être attentif aux spécificités, c'est-à-dire que les problèmes d'inclusion et de diversité varient d'un secteur à l'autre ou d'une fonction à l'autre, et donc être attentif à ça. Et puis la phrase encore de Wema Myers qui est recitée sur le transparent, qui est aussi assez parlante. L'ère de la neutralité est révolue, il est temps de passer à celle du courage. Ce travail ne consiste pas à atteindre la perfection, il s'agit de faire preuve d'humilité et de vulnérabilité et de désapprendre autant que d'apprendre. Moi, je trouve que c'est une très belle phrase. Nicolas, est-ce que tu as résolu le problème de micro? Alors, c'est vous qui allez me dire si vous m'entendez mieux. On t'entend. Mieux, on te dira après. D'accord. Donc oui, on évoquait les différentes situations et en fait, on voulait voir avec vous en fait tous ces moments en entreprise où être soi-même devrait être tellement simple et parfois ça ne l'est pas par rapport à l'inclusion qu'on évoquait avant, les situations, les moments de vie que l'on retrouve parfois quand on revient au bureau où par exemple on a des photos déposées sur le bureau, on partage
des moments autour de la machine à café où on aimerait échanger à propos de nos vacances, des moments de vie importants comme le mariage ou le Pacs où parfois des collègues sont plus que des collègues, donc voilà, on leur en raconte un petit peu plus, des moments de vie comme la naissance aussi, qu'on a envie de partager, les activités du week-end, des choses un petit peu plus simples, un peu plus légères. Moins gai comme le décès, effectivement, aussi. Voilà. La maladie de ses proches. Ensuite, il y a tous les moments de vie aussi au travail ou au sein du collectif ou de l'équipe. On organise des icebreakers. Donc parfois, souvent dans ces questions icebreakers ou dans l'exercice, on nous demande de nous dévoiler un petit peu, de raconter un hobby, une passion, la dernière activité du week-end, de faire son portrait chinois. Et puis voilà, on aimerait bien être soi-même quand on fait cet exercice-là. Tous ces travaux de team building, je vois que j'ai encore dérapé sur le clavier. Après, il y a les autres démarches que l'on fait aussi au sein de l'entreprise, tout ce qui est administratif, dont on a besoin de déclarer des jours d'absence pour des moments joyeux, d'autres un peu moins, où on a besoin de fournir des justificatifs, des documents. Et là, voilà, on a aussi envie d'être soi-même quand on a envie de déclarer un ou une bénéficiaire pour profiter de droits auxquels on a, mais on va devoir peut-être se dévoiler quand on va faire ça. Déclarer son conjoint, est-ce qu'on est prêt à le faire? Bénéficier d'avantages auxquels on a droit, mais va-t-on sauter le pas? Ou des événements en entreprise, on est invité, les conjoints sont invités, l'arbre de Noël est organisé, les crèches d'entreprise nous attendent, mais va-t-on oser passer la porte? Est-ce que ça va être simple? L'inclusion, normalement, fait que on ne devrait pas se poser cette question et y aller et bénéficier des services, bénéficier des droits, faire nos déclarations, poser la photo sur le bureau sans avoir à se retourner et regarder si derrière quelqu'un va scruter. Voilà, c'est des moments de vie dans l'entreprise où ça devrait être simple pour toutes et tous. Et puis, quelque part aussi, tous ces exemples-là qu'on vous a amenés pour illustrer ce qui peut se passer dans l'entreprise pour un salarié ou une salariée, ça milite aussi pour casser l'idée reçue qu'on a que c'est des sujets d'ordre privé, que l'entreprise n'a pas à s'en préoccuper. On voit bien que c'est totalement faux au travers de tous les exemples qu'on vous a montrés là dans de transparent. C'est bien des sujets qui concernent l'entreprise au premier chef sur tout un tas d'aspects. On voulait terminer ce webinaire avec vous en vous précisant une date importante qui arrive la semaine prochaine, le 11 octobre. Le 11 octobre, c'est la journée internationale du coming out. Et donc voilà, l'idée c'était de revenir avec vous sur la notion de coming out, le fait d'annoncer volontairement son orientation sexuelle ou son identité de genre à son entourage, mais aussi au-delà, en entreprise, dans ses cercles d'amis, dans ses différents cercles, que ce soit l'école, les collectivités ou partout où on évolue. Donc là, on vous rappelle l'origine du coming out, où dans les années 60, post-Stonewall, c'était un acte libérateur et militant. Parce que faire son coming out, c'était vraiment jeter et avancer la visibilité LGBT+ comme un acte fort dans une société hétérocentrée. Encore aujourd'hui, sortir du placard, parce que c'est vraiment l'expression, n'est pas inné. On l'évoquait tout à l'heure, l'alignement avec soi-même, le fait de faire ce parcours, cette acceptation, c'est un long processus. Un choix personnel, et cette journée-là est importante pour envoyer aussi des signaux à votre entourage que vous êtes un ou une alliée, que vous êtes quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui acceptera, des petits signaux qui peut-être aideront des personnes qui sont dans le doute ou qui n'osent pas parce que peur de leur entourage, peur de la réaction, parce que ça c'est systématique, on ne sait pas comment l'entourage va réagir. Donc c'est vraiment un jour important si vous avez
un petit objet, quelque chose de rainbow, voilà. Il y a plein de petites manières de faire signe à votre entourage. Vous ne savez pas qui est autour de vous, mais juste de montrer que oui, c'est possible, on peut en parler. Et même si la personne l'évoque de manière totalement détournée, va parler de la marche des fiertés de Toulouse ou va parler d'un film qu'elle aura vu, alors qu'elle aimerait tellement parler d'elle-même. Donc voilà, pensez-y le 11 octobre. Peut-être aussi le prendre avec un clin d'œil en disant oui, je suis hétéro, je fais mon coming out aujourd'hui. le prendre aussi sur l'humour et donner le message effectivement que on aurait pu être autre chose qu'hétéro éventuellement et que c'était pas grave et que c'était bien accueilli aussi. Voilà. Et que finir, il n'y a pas de raison qu'il y ait que les LGBT qui aient à faire des coming out. Exactement. Moi, j'ai des collègues, ils ont fait leur coming out, ils ont indiqué que voilà, c'était des joueurs invétérés de jeux de société, par exemple. Et ils étaient très fiers d'annoncer ça parce que après, on comprenait totalement pourquoi ils dormaient si peu, en fait. Et pour finir, voilà, on voulait vous rappeler un deuxième événement important la semaine prochaine, c'est la cérémonie, la 3e édition des rôles modèles LGBT+ et alliés. Et Claire, tu veux en dire un petit mot? Oui, d'autant plus que j'ai fait partie de la toute première édition en 2019. Je suis moi-même une rôle modèle et c'est un événement qui est important. Il nous permet de distinguer 4 catégories. À l'origine, il n'y en avait que 3. Il y en a une 4e, je vais vous expliquer pourquoi, qui a été créée. Les 4 catégories sont les dirigeantes, les dirigeants LGBT+, les dirigeants et dirigeantes alliés, les leaders LGBT+, dont je faisais partie, et puis la dernière catégorie sont les jeunes diplômés LGBT+. Donc, la première, les dirigeants et dirigeantes LGBT+, ce sont des personnes qui ont des postes en CODIR, en COMEX, donc des postes qui ont des responsabilités, donc des capacités d'action au sein de l'entreprise, qui sont out clairement et qui œuvrent bien entendu aussi potentiellement sur l'inclusion au sein de leur structure. Les dirigeants et dirigeantes alliés, c'est des personnes qui, donc, comme le nom l'indique, sont alliés, donc ne sont pas LGBT+, mais qui œuvrent aussi également pour l'inclusion au sein de leur structure. Les leaders LGBT+, sont des personnes qui, comme moi, ne sont pas dans les COMEX ou les CODIR, mais mènent des actions régulièrement pour l'inclusion au sens large du terme, mais pas que pour les LGBT+, d'ailleurs, dans leur entreprise. Et puis, la dernière catégorie a été créée parce que, malheureusement, dans les 3 premières catégories, souvent, ce sont des personnes qui, comme moi, ne sont plus très jeunes. Et on évoquait tout à l'heure dans la présentation le fait que pour les personnes qui rentrent dans la vie active, qui étaient éventuellement visibles dans les études supérieures, se pose la question en rentrant dans l'entreprise, oui, mais si moi, en tant que jeune diplômé qui rentre dans l'entreprise, je suis out, est-ce que je prends des risques sur ma carrière? Est-ce que je prends des risques sur ma relation aux autres? Est-ce que je prends des risques sur ma rémunération, etc., etc. Et donc, le fait de pouvoir mettre en évidence aussi dans les populations des jeunes diplômés LGBT+, qui sont out, permet justement de se projeter et de donner des signaux aux jeunes LGBT qui rentrent dans les entreprises en disant oui, c'est possible, je peux être moi, je peux être aligné avec moi-même dans l'entreprise, ça ne me posera pas de difficultés particulières. Voilà pour les 4 catégories. Ce qu'on peut vous dire, c'est que cette année encore, la première année était en présentiel, et puis l'an dernier et cette année, elle est encore en digital. C'est une édition totalement digitale. Il y aura des tables rondes, comme on vous l'indique ici, et les tables rondes sont, comme on vous l'indique, pardon, comme je vais vous le dire, sont les lesbiennes au travail, mais où sont-elles? Loin de Paris, ce n'est pas rose. Jeunes recrutés à la tentation du placard, ce que je viens d'évoquer. We are not the champions, la France face au monde. Voilà pour les 4 thématiques des tables rondes. Donc je vous invite à venir assister à le lien est mis dans les transparents, donc je pense qu'ils seront diffusés aussi à cet événement qui le 12 octobre à 17h. Donc voilà, venez. Nicolas, tu veux reprendre
Donc juste le mot de la fin, voilà, on vous remet les coordonnées de Mobilise-nous pour retrouver les informations. Et puis aussi on mettra à disposition pour aller un petit peu plus loin que ce webinaire. Et on voulait vous remercier aussi, remercier pour l'invitation, et aussi vous remercier d'être venu, d'avoir suivi et participé avec nous à ce webinaire. Donc merci beaucoup. Et à vous faire remarquer que voilà, Mobilise-nous, c'est l'association LGBT+ du groupe Orange et leurs amis. Voilà. Par rapport à l'aspect de la remarque qui était faite tout à l'heure, nous ne restons pas entre nous et bien entendu, nous accueillons tout le monde dans l'association. Donc on vous invite aussi à devenir membre de l'association. Pardon Nicolas de cette parenthèse. mais à juste titre. Merci à vous deux pour cette présentation qui était super intéressante. Il n'y a rien qu'à voir les commentaires sur le côté aussi, donc c'était vraiment super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé tous ces éléments avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous pour votre participation également. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt sur le plaza des journées diversité où vous retrouverez tous les replays, tout le programme de ces journées qui ont eu lieu donc du 4 au 8 octobre. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.